Dans les villages paisibles, les secrets ne disparaissent jamais vraiment. Ils se tapissent dans les sourires prudents et les silences partagés. Ce récit vous emmène là où les gestes les plus anodins peuvent trahir les vérités les plus profondes. Depuis, où écoutez-vous cette histoire? Et quelle heure est-il chez vous? Dites-le-moi en commentaire. Entrons dans le mystère. Je me souviens avoir ressenti, en franchissant la petite route bordée de haies, cette impression apaisante que l'on éprouve en revenant dans un lieu épargné par l'agitation du monde. Ma cousine Elspeth m'attendait sur le perron, un sourire discret aux lèvres, comme si mon arrivée allait combler un vide invisible dans la maison. Le village semblait figé dans une sorte de lenteur bienveillante. Quelques silhouettes s'affairaient devant la boulangerie. Un chien paraissait sur les marches du bureau de poste, et l'air portait l'odeur des feuilles, encore humides du matin. Au fil de nos premières conversations, Elspeth mentionna à demi-mot la fierté locale, le jardin Harcourt. Je connaissais vaguement ce nom, souvenir d'un article lu jadis dans une revue horticole. On parlait de ce jardin comme d'un trésor, façonné par des mains expertes et un œil amoureux des formes et des couleurs. Je notais aussi, avec un certain intérêt, la manière dont les habitants prononçaient ce nom, toujours avec une nuance, presque un respect mêlé de réserve. Il n'y avait rien, en apparence, qui puisse troubler la quiétude de Little Compton. Et pourtant, derrière la douceur des façades et le rythme alangui, j'avais appris à déceler ces légers décalages qui, tôt ou tard, se révèlent significatifs. Ici, ce fut un silence à peine marqué chez Elspeth, lorsqu'elle évoqua Madame Harcourt, comme si un détail, qu'elle préférait taire, se glissait entre ses phrases polies. Le lendemain matin, un ciel pâle filtrait la lumière comme à travers un linge fin, rendant les couleurs du village plus douces encore. Elspeth me proposa de marcher jusqu'à la propriété des Harcourt. Je feignis l'acceptation distraite d'une visite mondaine, mais intérieurement, ma curiosité était éveillée. Le portail, simple mais solidement entretenu, s'ouvrait sur une allée sinueuse, bordée de plates-bandes, d'une précision presque militaire. Les massifs se succédaient et en un savant mélange de couleurs, des dégradés subtils de bleu et de mauve, ponctués de touches vives, semblaient en calculer, pour conduire le regard vers des recoins soigneusement mis en valeur. Il n'y avait rien du laisser-aller que l'on pardonne parfois au plus beau jardin. Chaque buisson, chaque tige semblait avoir trouvé sa place à la suite d'une longue réflexion. Madame Harcourt, fine silhouette vêtue de clair, s'avança pour nous saluer. Sa voix, basse et mesurée, portait une assurance tranquille. Elle parlait volontiers de ses rosiers ou de ses lys, citant leurs noms comme on nomme de vieux amis. Je laissais mes yeux errer sur la variété des espèces. Certaines étaient rares, presque introuvables ailleurs, et leur présence ici témoignait d'un soin et d'une persévérance peu communs. Pourtant, malgré la perfection apparente, j'eus l'impression qu'un détail manquait à l'harmonie. Non pas un défaut visible, mais une absence, une réserve, comme si le jardin lui-même protégeait un secret que nul visiteur ne devait remarquer au premier coup d'œil. Ce fut dans un parterre latéral, un peu à l'écart du tracé principal, que mon regard se fixa. Là, parmi les tiges vigoureuses et les corolles éclatantes, se tenait une plante solitaire, une tulipe d'une variété rare, à la tige droite et aux feuilles d'un vert sombre, mais sans la moindre trace de floraison. Sa hampe semblait attendre un signal qui ne venait pas. Madame Harcourt, voyant mon intérêt, eut un léger sourire. « Celle-ci est capricieuse, dit-elle. Elle refuse de s'ouvrir, année après année, comme si elle se moquait de mes efforts. » Le ton était léger,
mais je crus percevoir un bref resserrement dans sa voix. Elle détourna aussitôt la conversation vers des variétés plus dociles, m'entraînant vers un massif d'iris dont elle parlait avec chaleur. Pourtant, mon esprit restait attaché à cette tulipe close. Les jardiniers expérimentés savaient que certaines plantes, obéissant à des cycles particuliers, et il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'une floraison tarde. Mais l'insistance avec laquelle Madame Harcourt avait souligné son entêtement, combinée à la position légèrement en retrait de la plante, éveillait en moi un autre type de curiosité. Je revins sur mes pas, feignant d'admirer un arbuste voisin, et observai plus attentivement la terre à son pied. Elle paraissait récemment remuée, avec cette texture légèrement friable qui trahit un geste récent. Aucun autre coin du jardin ne montrait ce signe. Il m'arrivait souvent, dans mon village, de constater qu'un objet déplacé ou une habitude altérée pouvait dire bien plus qu'une longue explication. Ici, la tulipe silencieuse me semblait porter un langage à elle seule, et j'avais le sentiment qu'elle finirait, tôt ou tard, par livrer un message que les mots ne sauraient exprimer. Alors que nous revenions vers la terrasse, Madame Harcourt fit une remarque amusée à Elspeth, comparant la tulipe à une vieille dame têtue, refusant de se lever pour danser. Elspeth répondit par un éclat de rire sincère, mais je surpris, dans le profil de notre hôtesse, une crispation furtive, la mâchoire serrée, les lèvres à peine étirées. Il est des moments où l'humour, au lieu de dissiper un malaise, le rend plus perceptible encore. Cette plaisanterie, que l'on aurait pu croire innocente, paraissait masquer une préoccupation plus profonde. Le regard de Madame Harcourt glissa brièvement vers le parterre, comme pour vérifier qu'il demeurait hors de portée de toute main indiscrète. Je répondis à ses propos par une banalité, mais je notai mentalement cette nuance, l'aisance feinte, la volonté de détourner l'attention par un trait d'esprit, et cette brève ombre qui, si on ne l'attend pas, se perd aussitôt. Ce sont souvent ces ombres qui m'ont conduite, par le passé, à comprendre bien des choses. Le soir tombait lorsque je traversais de nouveau l'allée menant au portail. La lumière déclinante adoucissait les contours du jardin, et le parfum des fleurs se faisait plus dense. C'est alors que des voix basses attirèrent mon attention. Je m'arrêtai, dissimulé derrière un massif de lilas, et reconnus celle de Madame Harcourt. Elle parlait à un homme que je ne pus identifier. Sa voix à lui était plus grave, pressante. Je ne saisis que quelques bribes, indistinctes, mais le ton n'avait rien de mondain. Il y avait dans leurs paroles une urgence voilée, comme si chaque mot devait être pesé. Puis un silence tomba, suivi du bruit léger de pas qui s'éloignaient sur le gravier. Je repris ma marche comme si de rien n'était, mais la sensation d'avoir frôlé un secret me suivit jusqu'à la maison. Certaines conversations, même lorsqu'on en ignore le contenu exact, laissent une empreinte persistante. Celle-ci me parut être de celles que l'on cherche à étouffer avant qu'elles ne puissent être répétées. Le matin de la foire, Little Compton s'était animé d'une ardeur inhabituelle. Les rues, d'ordinaire paisibles, vibraient d'un brouhaha feutré où se mêlaient éclats de voix, bruits de pas pressés et odeurs de pâtisseries fraîches. Les stands s'alignaient comme un chapelet d'orgueilleuses vitrines. Gâteaux soigneusement glacés, bouquets de roses aux nuances précises, confitures rangées comme des bijoux. Je pris le temps de saluer quelques connaissances de ma cousine, observant la manière dont les conversations se croisaient et se coupaient, comme si chacune voulait s'assurer d'être entendue, sans pour autant livrer tout ce qu'elle savait. Ici, on parlait du prix des œufs, là d'un mariage à venir, mais toujours avec ce léger clignement d'œil
qui trahissait un autre sujet en arrière-plan. L'arrivée de Madame Harcourt, vêtue avec simplicité, mais portant un chapeau orné d'un discret ruban bleu, attira l'attention. Elle salua à gauche, à droite, avec cette maîtrise du geste qui allie courtoisie et retenue. Tous savaient que son jardin constituait l'attraction principale de l'exposition florale, et que sa tulipe rare, attendue depuis des mois, serait la vedette. Sous le vernis de gaieté propre aux fêtes de village, je percevais cette pointe d'orgueil local qui s'agrippe à la réputation de l'un de ses membres et qui redoute tout incident susceptible de ternir cette image. Une intuition vague, mais familière, me soufflait déjà que la journée ne suivrait pas son cours ordinaire. L'heure de la présentation approchait lorsque des murmures se propagèrent, d'abord comme une rumeur anodine, puis avec l'insistance d'une inquiétude qui cherche confirmation. Je vis Madame Harcourt se pencher vers un membre du comité, échanger quelques mots rapides, puis se diriger à pas vifs vers la table réservée aux pièces maîtresses. L'espace qui devait accueillir la tulipe était vide. Pas une tige, pas un pot, juste un rectangle nu sur la nappe blanche, plus éloquent que n'importe quel discours. Les réactions se partagèrent entre étonnement et indignation polie. Certains parlaient d'un retard de livraison, d'autres d'un caprice de dernière minute. Mais j'observais le visage de Madame Harcourt. Ses traits, parfaitement composés, laissaient transparaître une tension sous-jacente, comme si cette disparition ne relevait pas d'une simple négligence. Les membres du jury chuchotaient, cherchant déjà comment contourner le problème sans entacher le prestige de la foire. Mais je savais, par expérience, que l'on ne gomme pas si facilement une absence aussi flagrante. Elle laisse dans les esprits une empreinte tenace, prête à se lier à d'autres faits inattendus. La journée se poursuivit comme si de rien n'était. Les stands restaient animés, les enfants couraient autour des tables, et les adultes s'appliquèrent à maintenir une conversation légère. Pourtant, il suffisait de prêter l'oreille aux inflexions pour deviner que l'incident de la tulipe revenait comme un refrain silencieux. Je surpris Madame Harcourt, échangeant de rapides regards avec 2 ou 3 villageois, des regards qui n'avaient rien d'aimable. Ce n'était pas de la colère franche, mais plutôt un avertissement muet, le genre qui signifie « nous savons, mais nous n'en parlerons pas ici ». Pour ma part, je notais ce trouble soigneusement dissimulé. Dans un village, un silence partagé vaut souvent plus qu'un aveu. La soirée avait apporté un calme relatif, et les visiteurs s'étaient éparpillés. Je m'étais attardé chez Elspeth lorsqu'un messager vint frapper à sa porte. Sa voix basse, presque hésitante, évoqua un malaise survenu à la propriété des Harcourt. Nous nous rendîmes sur place, et ce que j'y vis ne portait pas encore le nom que j'allais lui donner plus tard. M. Harcourt gisait près d'une rangée d'orchidées, le visage tourné vers le sol, comme surpris dans une activité interrompue. On parlait déjà d'une crise cardiaque. Les gestes des uns et des autres témoignaient d'une hâte à conclure à une cause naturelle, comme si retarder l'explication risquait d'ouvrir la porte à autre chose. Je restais en retrait, laissant aux proches le soin des exclamations et des gestes d'inquiétude. Pourtant, mon regard ne se détachait pas des détails. Une chaise renversée à l'écart, un gant abandonné, et l'odeur légère, presque imperceptible, d'une fleur que je ne pus identifier immédiatement. Dans le silence qui suivit, je sentis que quelque chose venait de changer dans l'équilibre feutré de Little Compton. Ce n'était plus seulement l'absence d'une tulipe à la foire, c'était la présence d'une ombre que chacun semblait craindre de nommer. La maison s'était remplie de murmures. Les invités,
prétextant le souci, s'attroupaient par petits groupes, échangeant des phrases trop brèves pour être sincères. C'est en traversant le couloir que je perçus, venant de la véranda, une voix masculine, à peine plus forte qu'un souffle. Elle savait que ça finirait comme ça. Je m'arrêtai, mais déjà l'orateur s'éloignait, happé par un autre groupe. Qui était ce « elle » et qu'avait-elle su? Je repris ma marche comme si je n'avais rien entendu, mais la phrase résonnait avec cette insistance particulière que prennent les propos qu'on ne devait pas surprendre. Elle semblait se poser directement en écho à ce que j'avais observé plus tôt dans la journée. Dans ce genre de circonstances, il est inutile de brusquer les réponses. Elles se dérobent aussitôt. Mieux vaut les laisser se déposer comme une graine et attendre qu'elles germent à la faveur d'un nouvel incident. Et je pressentais que celui-ci ne tarderait pas. Dès le lendemain, il n'était plus possible de franchir la place du village sans entendre d'une voix ou d'une autre le nom de Harcourt. La mort soudaine de M. Harcourt, ajoutée à la disparition de la tulipe, formait une matière intarissable pour les conversations. Dans la boulangerie, entre deux commandes de pain, les clientes échangeaient des suppositions à demi-mot. Chez l'épicier, on glissait des phrases prudentes, comme si les murs avaient appris à retenir ce qu'on leur confiait. Je constatais, au fil de mes pas, que chacun adaptait le récit à sa convenance. Certains insistaient sur la santé fragile de M. Harcourt, d'autres sur l'étrangeté de la tulipe introuvable. Plus rarement, on liait les deux événements, mais toujours avec un sourire qui cherchait à se protéger de sa propre audace. Ces nuances, que d'aucuns négligeraient, m'étaient précieuses. Elles trahissaient non seulement ce que l'on savait, mais surtout ce que l'on craignait de dire. En discutant avec une vieille connaissance d'Elspeth, je perçus, derrière la compassion affichée, une pointe de jugement. Les Harcourt, disait-on, n'étaient là pas exemptes de querelles domestiques. On parlait de désaccords sur la gestion du jardin, mais aussi de différends plus matériels, des achats coûteux, des travaux jugés inutiles. Les mots étaient pesés, mais leur ton était celui de gens convaincus que le bonheur affiché des Harcourt cachait des fissures anciennes. Dans les villages, les haies protègent du vent, mais elles servent aussi à masquer les tensions qu'on devine à peine en les franchissant du regard. Un peu plus tard, à la mercerie, une conversation que je fis mine d'ignorer me parvint par bribes. M. Harcourt aurait modifié son testament peu avant sa mort. On ne savait pas dans quel sens, ni au profit de qui, mais l'idée même avait suffi à réveiller les calculs silencieux de plusieurs familles. Je savais, par expérience, que ce genre de rumeur est rarement totalement faux. Mais c'est la part d'inconnu qui le rend dangereux. Elle offre à chacun la liberté de combler les vides selon ses soupçons ou ses désirs. Au marché, l'attention se portait moins sur les légumes que sur les histoires entourant la collection botanique des Harcourt. Plusieurs passionnés d'horticulture avaient manifesté, au fil des ans, un intérêt appuyé pour certaines espèces rares, notamment la tulipe. On se plaisait à imaginer qu'elle avait été dérobée non par malveillance, mais par convoitise, comme un trophée qu'on ne montrerait qu'à quelques initiés. Cette idée, teintée d'une sorte de romantisme floral, circulait avec aisance, presque pour adoucir la dureté de la mort survenue la veille. En multipliant les conversations, je commençais à percevoir de légers décalages dans les récits. Un tel disait avoir vu Madame Harcourt à la foire, à 1 heure précise, quand un autre affirmait l'avoir croisée ailleurs au même moment. Des détails mineurs sur la météo, la couleur d'une écharpe ou l'ordre des événements se contredisaient subtilement. Ces divergences n'étaient pas assez flagrantes pour alerter le commun des mortels, mais elles formaient, pour moi, un fil ténu que j'appris à suivre patiemment,
en le laissant se tendre sous le poids des incohérences. En fin de journée, alors que le soleil baissait derrière les toits, je croisai Madame Arkwright, voisine, discrète, mais toujours bien informée. Elle s'approcha de moi comme on livre une confidence, et, après un silence, dit simplement « Cette tulipe, elle cachait bien plus qu'une fleur. » Elle n'ajouta rien, et je ne posai pas de questions. Les confidences les plus utiles sont souvent celles que l'on laisse inachevées. Mais cette phrase, avec sa densité mystérieuse, pesa lourdement dans mon esprit, et je compris que la tulipe, dans cette affaire, n'était pas un simple ornement horticole. À peine 2 jours s'étaient écoulés que le nom de Thomas, le jeune jardinier récemment congédié, se mit à circuler avec l'insistance d'une évidence. On le décrivait comme taciturne, fier et prompt à s'offusquer, qualité qui, dans l'esprit du village, se confondait aisément avec celle d'un coupable. Son passé modeste, ses origines d'un hameau voisin, et surtout, son accès quotidien au jardin Harcourt formaient un faisceau d'arguments que chacun répétait comme une vérité déjà établie. Je savais que, dans les petites communautés, le besoin de désigner rapidement un responsable est souvent plus fort que celui de chercher la vérité. C'est une manière de clore l'inconfort, de repousser l'inconnu en le fixant sur une figure familière. Thomas, par son isolement, s'y prêtait trop bien. Je l'avais croisé à plusieurs reprises, et son regard, loin d'être fuyant, avait cette franchise un peu abrupte des jeunes gens qui ne savent pas encore user de demi-teinte. Mais il me semblait que cette franchise risquait, ici, de se retourner contre lui. Un matin, la rumeur prit un tour plus concret. Dans la remise où Thomas entreposait ses outils, on avait découvert une paire de gants maculés de terre humide et une petite bêche dont le manche portait un éclat de terre cuite. L'enthousiasme avec lequel certains présentaient ces trouvailles contrastait étrangement avec leur valeur réelle. Après tout, un jardinier travaille avec de la terre et manipule quantité de peau. Mais ici, chaque détail prenait des proportions démesurées. L'éclat trouvé sur la bêche fut bientôt décrit comme « exactement », du même type que celui du pot de la tulipe disparue. Les gants, quant à eux, devenaient presque une signature du vol. On oubliait commodément que la terre pouvait provenir de n'importe quel massif du domaine. Je laissais les autres s'emporter dans leur certitude, notais mentalement la rapidité avec laquelle ces soi-disant preuves étaient apparues, et l'ardeur avec laquelle elles étaient relayées. Selon plusieurs voix concordantes, Thomas aurait nourri depuis longtemps une rancune contre M. Harcourt, qu'il avait réprimandé en public pour un parterre mal désherbé. D'autres affirmaient l'avoir entendu au marché évoquer une fleur qu'on ne reverrait pas. Ces propos, isolés de leur contexte, suffisaient à façonner un mobile commode, l'orgueil blessé, mêlé à l'envie de se venger. J'avais appris à me méfier de ces raccourcis. Dans un village, une phrase prononcée à la légère peut, au fil des répétitions, devenir l'aveu d'un crime, et l'ardeur avec laquelle on s'appropriait cette interprétation m'intriguait davantage que les paroles elles-mêmes. Je demeurais silencieuse lors des conversations qui se formaient autour de la grille des Harcourt. Les visages étaient graves, mais l'animation intérieure trahissait une certaine satisfaction. On tenait enfin un coupable. Ce qui me frappa, ce fut la rapidité avec laquelle on passait des suppositions à la condamnation tacite. Il y avait là un empressement qui dépassait l'ordinaire, comme si, pour certains, le sort de Thomas servait à protéger autre chose. Je notais aussi la manière dont certains orientaient la conversation, insistant sur les détails à charge, écartant toute nuance. Dans ces moments, je préférais écouter plus que parler. Les non-dits,
Les silences prolongés, les regards échangés en disaient souvent plus que les accusations formulées. Je décidai de voir Thomas. Il m'accueillit avec cette réserve inquiète de ceux qui savent qu'on les observe. Je lui posai quelques questions simples, sans chercher à le piéger. Il répondit avec une franchise qui me parut dénuée de calcul. Il me confia qu'au moment supposé du vol et de la mort de M. Harcourt, il se trouvait chez un cousin, à plusieurs kilomètres, et que ce dernier pouvait en témoigner. L'alibi, vérifiable, me semblait solide. Mais je savais aussi que dans ce genre d'affaires, la vérité, si elle surgit trop tôt, peut compromettre la découverte du véritable coupable. Je gardais donc pour moi cette information, tout en observant attentivement la manière dont l'accusation évoluait. Laisser croire, un temps, à la culpabilité de Thomas pourrait inciter le véritable auteur des faits à se montrer moins prudent. Ce choix, que d'aucuns jugeraient cruel, relevait de cette patience que la vie m'avait enseignée. Parfois, il faut laisser pousser l'ivraie pour mieux en arracher la racine. Madame Harcourt me reçut ce matin-là avec un air plus las qu'à l'ordinaire. Ses gestes semblaient manquer de la précision habituelle, comme si elle portait en elle un poids invisible. Nous parlâmes de sujets légers, mais je sentis, sous la surface, une nervosité que rien dans la conversation n'expliquait. Ce fut presque sans préméditation qu'elle me dit « Si vous voulez voir les pièces du haut, il y a là quelques vieux livres qui pourraient vous plaire. » L'autorisation, donnée avec une voix adoucie, avait quelque chose d'un aveu. Je répondis simplement, comme si je saisissais une occasion banale. Mais je savais que ce genre de permission n'était jamais tout à fait innocent. Dans certaines maisons, les portes que l'on ouvre en pensant satisfaire une curiosité aimable cachent souvent ce que l'on redoute de voir découvert. L'escalier vers le grenier se révéla étroit et raide. À chaque pas, le bois, sec depuis longtemps, protestait d'un craquement discret. L'air, chargé d'une odeur de linge oublié et de poussière ancienne, avait cette densité propre au lieu où le temps a cessé de circuler librement. Je montais lentement, attentive non seulement à ce que je voyais, mais à ce que j'entendais ou ne percevais pas, le silence derrière moi, l'absence de pas venant du rez-de-chaussée. Les marches semblaient à me conduire moins vers un simple espace de rangement que vers une strate plus profonde de la vie des Harcourt, un endroit que l'on ne visite pas sans conséquence. Sous une bâche mal ajustée, je découvris l'angle d'un objet volumineux. En retirant quelques cartons, apparut une grande malle de bois sombre, usée aux arêtes. Le cadenas pendait, fermé mais ancien, et je remarquai sur un meuble voisin un petit trousseau de clés, posé à portée de main, comme pour inviter un geste. Je n'eus pas à forcer la serrure. Une clé entra, tourna, et le verrou céda. Le couvercle, lourd, s'ouvrit, en dégageant une odeur mêlée de papier vieilli et de tissu imprégné de souvenirs. J'avais la sensation d'avoir franchi une limite, mais le moment n'était pas à reculer. Tout en haut, soigneusement empilées, reposèrent des lettres liées par un ruban défraîchi. Les enveloppes, à demi effacées, portèrent des dates remontant à plusieurs décennies. Je tirai la première au hasard. L'écriture, élégante mais nerveuse, révélait une correspondance où se mêlèrent des élans d'affection sincères et des tensions mal dissimulées. Plusieurs passages évoquaient la naissance d'un enfant, hors des conventions, et les efforts déployés pour préserver la respectabilité des noms impliqués. Je lus entre les lignes la crainte de voir le scandale éclater et la volonté opiniâtre de maintenir un secret, coûte que coûte. À mesure que je parcourais ces bribes de vie, je sentais que la tulipe récalcitrante, la mort de M. Harcourt et cette histoire ancienne
formaient peut-être un seul et même tissu d'événements, noué par des mains invisibles mais fermes. Sous les lettres, soigneusement pliées, se trouvait un acte de propriété. Il portait la trace de plusieurs signatures, dont celle d'un membre de la famille Harcourt, aujourd'hui décédé. La date remontait à une trentaine d'années. La transaction concernait une parcelle de terrain attenante à la propriété, vendue pour une somme dérisoire à une tierce personne dont le nom m'était inconnu. Ce document, banal en apparence, avait pourtant une odeur de manœuvre discrète, de celles qui laissent dans leur sillage des rancunes prêtes à refleurir. Je le remis à sa place, consciente que sa simple existence pouvait expliquer bien des animosités persistantes. Je redescendis à pas mesurés, le cœur encore absorbé par ce que j'avais découvert. Mais à peine avais-je franchi la dernière marche que je perçus un changement dans l'atmosphère, des voix plus vives et un brouhaha qui trahissait l'agitation. Dans la salle à manger, un convive venait de s'effondrer, renversant son assiette. Les visages, tendus, se penchaient vers lui, et l'on murmurait déjà le mot que personne n'osait prononcer trop haut. Poison. Je restais en retrait, observant, certaine que ce nouvel acte ne faisait que resserrer les fils d'un drame encore loin d'être dénoué. Le décès survenu lors du dîner avait fait plus que troubler les habitudes du village. Il avait glissé sur Little Compton une ombre tenace, presque palpable. Les rues, d'ordinaire animées aux heures du marché, semblaient non plus calmes, les conversations plus brèves. Les salutations se limitaient à un signe de tête, comme si chaque mot risquait de livrer trop de soi. Je sentais dans les gestes quotidiens une retenue nouvelle. Les volets se fermaient un peu plus tôt, les visites s'espaçaient, et l'on évitait de croiser le regard de ses voisins, de peur d'y lire des questions ou des soupçons. La peur, lorsqu'elle s'installe, ne se dit pas. Elle se glisse dans les silences et se mesure aux absences. Je savais, par expérience, que cet état ne pouvait durer sans qu'un coupable ou un prétexte à l'identifier ne soit désigné. Mais rien encore ne se détachait clairement dans l'esprit de la plupart, et c'est souvent dans cet entre-deux que les vérités se trahissent. Je me mis à revoir mentalement, et avec l'aide de quelques conversations menées sous le sceau de la banalité, le déroulement du dîner. Chaque convive avait sa propre manière d'évoquer la soirée. Certains insistaient sur l'ordre des plats, d'autres sur les propos échangés, et chacun omettait, volontairement ou non, des détails qui m'importaient. Je m'attachais à noter les déplacements, qui s'était levé pour changer d'assiette, qui avait quitté la table pour un appel discret, qui avait inversé sa place après le service du dessert. Les changements paraissaient minimes, mais ils formaient déjà, dans mon esprit, une cartographie mouvante de la soirée. À force de patience, les gestes se recoupaient et des trajets anodins prenaient un relief inattendu. Ce n'était pas tant ce que l'on faisait que la manière dont on s'arrangeait, pour que personne ne le remarque, qui retenait mon attention. Parmi ces gestes, un seul revenait dans plusieurs récits. Le changement d'une serviette. Personne ne semblait savoir qui l'avait déplacée, ni pourquoi. On en parlait à voix basse, comme d'une maladresse sans importance. Mais je savais qu'à table, toute substitution est rarement innocente. Une serviette porte la mémoire de celui qui l'utilise. Un parfum, une trace, un pli. Changer cet objet, c'est effacer quelque chose ou le remplacer par autre chose. Que l'on évite d'en parler ne faisait qu'ajouter à son intérêt. Un autre détail, plus discret encore, me frappa. Une tasse que je me souvenais avoir vue à droite d'une assiette se retrouvait à gauche lors du service suivant. Ce n'était pas un changement de convenance, mais une inversion.
Une tasse déplacée peut être une simple distraction, mais elle peut aussi dissimuler un échange. Dans le cas présent, elle suggérait qu'un liquide n'avait peut-être pas été bu par celui auquel il était destiné. J'avais appris à considérer ces déplacements silencieux comme autant de phrases écrites dans un langage que peu de gens savent lire. Pris isolément, ces deux faits, la serviette et la tasse, pouvaient n'être que le fruit du hasard. Mais ensemble, ils commençaient à former un motif. J'avais déjà vu, par le passé, des drames entiers se jouer sur un simple échange de couverts ou un changement de place à table. Ces détails ne révélèrent pas encore un coupable, mais ils m'indiquaient que les deux morts n'étaient sans doute pas indépendants. La même main ou la même intention semblait avoir frôlé les deux scènes, laissant derrière elle un parfum de précaution méticuleuse. Il ne s'agissait plus seulement de comprendre qui avait eu l'occasion d'agir, mais de déterminer qui avait eu la prévoyance de maquiller ses gestes avec une telle délicatesse. C'était là, je le savais, que se cacherait la clé de l'affaire. La nuit suivante, alors que je me tenais près de la fenêtre, l'insomnie aidant, je distinguai un mouvement au fond du jardin des Harcourt. Une ombre se glissait vers la serre, s'y introduisait, puis disparaissait derrière la porte close. Je restai immobile, écoutant le silence qui suivit. Ce n'était pas un visiteur égaré, ni un geste d'entretien. Il y avait, dans cette intrusion nocturne, la même précaution que dans la serviette changée et la tasse déplacée. Je sus alors que la serre, tout comme la tulipe disparue, recelait peut-être une part du secret que chacun prétendait ignorer. Le lendemain, je pris le parti de croiser, l'un après l'autre, ceux qui avaient été présents lors des événements récents. Je m'attachai à le faire sans hâte, comme on prend des nouvelles par pure civilité. À chacun, je posais quelques questions sur la foire, sur le dîner, ou sur des sujets annexes, laissant mes interlocuteurs croire que je n'avais aucune idée précise en tête. Sous le couvert de la politesse, mes questions se glissaient là où je voulais qu'elles aillent. Je cherchais à voir comment leurs visages se modifièrent à l'évocation de certains détails, quels mots semblaient ne peser dans leur bouche et quels autres leur venaient avec trop de facilité. Je savais que dans un village, la vérité se cache rarement derrière de grands discours. Elle se tapit dans la nuance d'une phrase, dans un changement d'intonation, dans la manière dont on détourne les yeux au moment opportun. Les réponses que je reçus avaient, pour la plupart, l'apparence de la sincérité, mais en y prêtant l'oreille, elles se révélaient incomplètes. Certaines informations étaient dites avec précision, puis brusquement interrompues, comme si un mur invisible s'élevait dans la conversation. Je remarquai aussi que les contradictions portaient toujours sur de petits faits. Une heure légèrement modifiée, un geste attribué à un autre. C'étaient ces minuscules décalages qui, en s'additionnant, formaient une ombre plus vaste. Au fil de ces échanges, un autre motif se dessina. Les uns parlèrent d'argent prêté et jamais rendu, d'autres d'humiliations anciennes, de vexations au marché ou lors de réunions du comité local. Il y avait aussi des histoires de rivalité autour de certaines plantes rares. Chacun, à sa façon, semblait nourrir un grief contre M. Harcourt. Pris séparément, ces griefs n'auraient pu justifier un meurtre. Ensemble, ils formaient un terreau où l'idée de sa disparition pouvait, chez certains, ne pas susciter le regret attendu. Je glissais, dans plusieurs conversations, des souvenirs de St. Mary Mead, où des situations en apparence anodines avaient fini par révéler des vérités embarrassantes. J'évoquais, l'air de rien, l'histoire d'un jardinier qui avait déplacé un simple pot pour cacher un secret bien plus lourd. Ces anecdotes n'avaient non pas pour but de convaincre, mais de pousser mes interlocuteurs
à parler un peu plus. C'est un art que j'avais affiné au fil des ans. Laisser croire que je partage une confidence, pour qu'en retour, l'autre s'autorise à franchir une ligne qu'il n'aurait pas osé approcher seul. Et, comme souvent, cela fonctionna. Certains laissaient échapper un détail qu'ils n'avaient pas mentionné jusque-là. D'autres corrigeaient soudain leur propre récit, signe qu'une vérité plus profonde venait de frôler leur conscience. Peu à peu, un constat s'imposa à moi. Chacun, d'une manière ou d'une autre, aurait pu trouver un intérêt à réduire M. Harcourt au silence. Qu'il s'agisse d'un avantage matériel, d'un soulagement moral ou d'une vengeance discrète, la liste des possibles ne se réduisait pas, au contraire. Cette multiplicité de mobiles ne me décourageait pas. Elle indiquait simplement que je devrais, pour avancer, concentrer mon attention non sur la raison, mais sur la méthode employée. Ce soir-là, en entrant dans ma chambre, je remarquai d'abord une odeur légère, presque sucrée. Sur le rebord de la fenêtre, dans un petit pot, se tenait la tulipe disparue, intacte, close comme je l'avais vue la première fois. Aucune note, aucun mot d'explication. Seulement cette présence, déplacée ici par une main que je n'avais pas surprise. Je restai quelques instants, immobile, consciente que ce geste pouvait être un message autant qu'une provocation. Dans les deux cas, il changeait la nature de l'affaire. Ils étaient tous là, assis dans le salon où j'avais pris soin d'installer plus de chaises que nécessaire. Personne n'osait rompre le silence, et ce mutisme, loin d'être un vide, avait quelque chose d'attentif, presque hostile. Je sentais dans l'air une sorte de retenue collective, comme si chacun mesurait l'importance de ce moment. Quelques mains se crispèrent sur un accoudoir. Un souffle fut retenu plus longtemps qu'il ne l'aurait fallu. Ce n'était pas la première fois que je me trouvais au centre d'un tel cercle d'attentes et de soupçons, et je savais que l'essentiel ne se jouait pas dans les mots prononcés, mais dans ceux qui seraient retenus jusqu'au dernier instant. Je pris la parole d'un ton calme, presque détaché, et rappelai les points sur lesquels nul ne pouvait contester la vérité. La tulipe avait disparu un soir où plusieurs d'entre eux s'étaient trouvés dans le jardin. 2 décès étaient survenus depuis, apparemment sans lien, mais chacun porteur d'étranges coïncidences. J'énumérai sans hâte les gestes que j'avais observés. Une porte refermée trop vite, un objet déplacé d'une étagère à une autre, un regard attentif vers un rebord de fenêtre. En reliant ces éléments, je voulais simplement faire apparaître que les événements n'étaient pas isolés, mais constituaient les fragments d'une même trame. J'ignorais encore qui, parmi eux, se reconnaîtrait dans ce tableau. Ce qui m'importait, c'était de leur montrer que la suite ne dépendait pas de ce qu'ils choisiraient de dire, mais de ce que j'avais déjà compris. Je glissai alors le détail que j'avais tenu en réserve. La tulipe n'était pas seulement une fleur décorative. Elle servait de cachette, abritant une petite clé dissimulée dans le terreau, soigneusement enveloppée pour la protéger de l'humidité. Cette clé menait à un tiroir verrouillé dans un bureau oublié, et ce tiroir contenait des documents relatifs à un héritage contesté depuis des années. En évoquant ce point, je perçus une tension presque imperceptible dans la posture de 2 des présents. C'était moins une surprise qu'une gêne brusquement ravivée. Je poursuivis, toujours d'une voix basse, en examinant les raisons qui pouvaient pousser chacun à vouloir s'emparer de cette clé. Pour certains, l'enjeu était purement financier, un héritage substantiel dont une clause pourrait changer le bénéficiaire. Pour d'autres, c'était la peur que certains passages de ces documents ne mettent au jour des affaires anciennes, moins reluisantes qu'ils ne voulaient maintes bien l'admettre.
J'évoquais aussi des griefs plus intimes. Une promesse brisée, une humiliation restée vive, un lien de confiance trahi. Ces blessures, plus encore que l'argent, pouvaient se muer en déterminations silencieuses et dangereuses. Je savais que je ne donnais pas encore de nom, mais il n'était pas nécessaire de le faire pour que certains se sentent visés. Je pris alors le temps de dérouler, dans l'ordre, ce que j'avais compris. La tulipe avait été déplacée, délibérément, pour en extraire la clé. La clé avait ensuite permis d'accéder aux documents. Mais au moment où l'on avait voulu les récupérer, une seconde main s'en était emparée, précipitant la suite, une confrontation discrète, des paroles échangées à voix basse, et enfin, un geste irréversible. L'empoisonnement n'avait pas été planifié à long terme. Il avait été une réaction, calculée, certes, mais née de l'urgence. En exposant cette succession, je cherchais à faire sentir que, si les faits paraissaient simples dans leur enchaînement, les motivations restaient enchevêtrées, comme les racines d'une plante ancienne. Un silence plus lourd que les précédents suivit mes paroles. Puis, d'une voix tremblante, Madame Harcourt rompit la tension. Elle dit qu'elle n'avait pas commis le crime, mais qu'elle avait dissimulé la vérité pour protéger celui ou celle qui l'avait fait. Ses mains jointes tremblaient à peine, mais son regard restait fixé sur un point invisible devant elle. Elle ajouta que, parfois, l'amour ou la loyauté ne se mesurent pas à la justesse des actes, mais à la force du lien que l'on refuse de briser, quel qu'en soit le prix. Personne ne répondit. Ce n'était plus le moment des protestations, ni même des explications. Le silence, cette fois, avait la densité d'un aveu partagé. Les jours suivants, le village sembla reprendre son rythme habituel. Les conversations, interrompues depuis des semaines, revinrent hanter les bancs de la place et les devantures des boutiques. On parlait de la pluie et du beau temps, du prix des œufs, des nouvelles venues de la ville. Les visages s'éclairaient à nouveau, mais je décelais, derrière chaque sourire, une prudence nouvelle, comme si les mots étaient désormais pesés avant d'être offerts. Il y avait dans ce retour au quotidien quelque chose d'apaisant et d'inquiétant à la fois, apaisant, parce que la vie reprenait son cours visible, inquiétant, parce qu'elle semblait le faire en effaçant presque complètement ce qui s'était passé. Comme si, d'un commun accord tacite, on avait décidé de ne plus jamais évoquer certains noms, ni certaines soirées trop lourdes de sens. Pourtant, rien n'était tout à fait comme avant. J'observais, chez ceux qui avaient été les plus proches des événements, de légères modifications de comportement. Un commerçant que je connaissais pour son bavardage intarissable s'interrompait désormais à mi-phrase, comme s'il craignait de trop en dire. Une voisine, autrefois rapide à saluer, détournait à présent les yeux un bref instant, avant de répondre à un bonjour. Ces infimes décalages passeraient inaperçus pour quiconque n'y prêterait pas attention. Mais pour moi, ils formaient un langage muet, une trace invisible de ce que chacun avait vu, su ou pressenti. Ce n'était pas de la peur, pas tout à fait, mais plutôt une conscience accrue que les histoires les plus tranquilles peuvent dissimuler des ombres profondes. En repensant à l'affaire, je m'attardais sur la manière dont tout avait commencé. Non pas par un grand geste, ni un drame soudain, mais par de minuscules détails. Une tasse déplacée sur une étagère, un rideau tiré un peu trop tôt dans la soirée, un mot omis dans une conversation anodine. Ces choses, que la plupart auraient ignorées, avaient dessiné pour moi une ligne fragile mais continue, menant de la simple curiosité à la certitude. J'avais toujours pensé que les vérités les plus difficiles à atteindre se cachaient dans ce qui semblait insignifiant. Et cette fois encore, c'était une accumulation de presque rien qui avait fini par dévoiler le tout. Je savais que, pour beaucoup,
Ces détails resteraient invisibles, et peut-être était-ce mieux ainsi. Un matin, alors que je passais près du jardin, je remarquai la tulipe autrefois fermée. Ses pétales, d'un rouge profond, s'étaient enfin ouverts, comme si la plante elle-même avait attendu que tout soit dit pour se révéler. Je restai un moment à la regarder, consciente que ce n'était qu'une fleur, mais incapable de m'empêcher d'y voir d'un signe. Dans cette ouverture silencieuse, il y avait l'écho discret de ce que nous avions traversé, un secret maintenu longtemps clos, puis offert à la lumière, sans éclat inutile, simplement parce que le temps était venu. Certains passants me jetèrent un regard amusé, en me voyant ainsi immobile. Mais je savais que cette tulipe contenait plus d'histoire qu'ils ne l'imaginaient. Et pourtant, en quittant le jardin, une pensée me revint. Le calme qui régnait désormais n'était peut-être pas la paix véritable, mais une forme différente de silence, plus épais, plus volontaire. On avait parlé juste assez pour satisfaire les questions officielles, mais il restait, dans les regards échangés, une part de non-dit que je ne pouvais ignorer. Était-ce le dernier vestige d'un secret partagé, ou bien le signe qu'une autre vérité, plus enfouie encore, demeurait intacte? Je ne cherchais pas de réponse immédiate. Les villages, comme les gens, gardent souvent pour eux les histoires qu'ils estiment impossibles à raconter. Et parfois, il faut accepter que certaines tulipes ne s'ouvrent jamais tout à fait. Ainsi, le village retrouva son calme apparent, comme si l'ombre des drames passés s'était dissoute dans l'air doux du soir. Pourtant, certains regards, furtifs, gardèrent la mémoire des secrets tus. Car la vérité, une fois révélée, laisse-t-elle vraiment les âmes en paix? Ou ne fait-elle que changer la forme du silence? Partagez vos pensées en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à l'aimer, la partager ou à vous abonner pour poursuivre ensemble ces chemins de mystère.